David Shapira, bonjour. Bonjour et bonjour Claudine. Et bonsoir en même temps. Aussi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, les informations ne sont pas très positives et en fait, on a l'impression maintenant que un nouveau front s'est ouvert en Israël, mis à part le front libanais, le front yéménite, et je dis le front évidemment de Gaza. Et c'est un front interne. On a l'impression qu'on est vraiment très proche d'une guerre civile. C'est ce qui a été dit, effectivement. Et c'est peut-être la guerre la plus dévastatrice, la plus terrible qui puisse nous arriver. Absolument. Alors justement, à ce sujet, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'informations concernant cette guerre dite civile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont d'ailleurs les éléments, en dehors du fait, bien évidemment, du limogeage de Ronen Bar ? J'aimerais bien qu'on en parle quelques secondes pour situer un petit peu le contexte à nos auditeurs. Alors, il y a toute une série de limogeages, de démissions, de licenciements, plutôt comme vous l'avez souligné. Ça a commencé avec les généraux, le général du commandement sud, celui de renseignement militaire, Tout à fait. Suite au 7 octobre. Et ça continue avec le chef d'état-major. Ça continue encore maintenant avec donc le responsable du Shabak, des services de sécurité intérieure. Et puis ça se poursuit avec la conseillère juridique du gouvernement. La procureure, vous voulez dire ? La conseillère juridique du gouvernement qui s'appelle Gali Mia Barav et qui essaye justement de délimiter ce qui est à ses yeux, je dirais, un outrepassement de loi. Voilà, en fait, ce qui rentre dans le cadre de la loi et ce qui dépasse la loi. Tout à fait. Et là, on a l'impression que le gouvernement s'est mis en guerre contre l'ensemble des forces de sécurité et aussi l'ensemble du système judiciaire. Et en fait, ces divers licenciements, limogeages, ont enclenché une nouvelle vague de protestations qui se déroule en ce moment même, au moment où nous parlons, et à Jérusalem, et simultanément à Tel Aviv. Bien sûr, et l'impression, vous me demandiez qu'est-ce que j'en pense, l'impression que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est revenu au 6 octobre. Comme si nous n'avions rien appris de ce qui s'était passé avant. Et d'ailleurs, les renseignements ont prévenu le gouvernement et préviennent aussi le peuple israélien que certains de nos ennemis se réjouissent de nouveau de ce qui se passe et se préparent peut-être à une autre attaque. Donc là, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante, inquiétante. Bon, même si, soyons modérés, ce n'est pas le 6 octobre que la guerre s'est déclarée, mais bien avant, puisque l'attaque du Hamas, effectivement, a été déclarée entre le 6 et le 7 octobre, elle avait été préparée à l'avance. Et je pense que vous êtes au je courant. Parle du timing. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que il y a quelques jours, il y a eu des attaques ciblées contre le Hamas, parce qu'entre autres, le Hamas se préparait j'allais vous le dire. À une nouvelle attaque qui ressemblerait à celle du 7 octobre. Tout à fait. Les Arabes ont une très mauvaise interprétation de la réalité démocratique en Israël. Ils pensent que s'il y a des manifestations contre le gouvernement, contre telle décision, le peuple d'Israël et les Israéliens sont affaiblis et ça permet de les attaquer et ils sont plus vulnérables. Or, après le 7 octobre, jamais les Israéliens n'avaient été si soudés sur le champ de bataille. On a vu le déploiement d'organisations caritatives, bénévoles, non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Donc, il y a une mauvaise lecture qui tient au fait que les pays arabes n'ont jamais connu la démocratie. Ils estiment que s'il y a des manifestations, c'est la fin d'un pays qui s'effondre. Alors justement, à ce sujet, ce qui est très drôle, c'est que je viens de tomber sur une vidéo sur Instagram où on voit des manifestants palestiniens donc manifester contre le Hamas. Pourrait-on dire que c'est la fin du Hamas ? Alors, pas encore, puisque le Hamas, pour l'instant, encore tient le pouvoir à Gaza. Et 1 an et demi après le début de cette guerre, ou presque 1 an et demi après, eh bien, nous, les Israéliens, nous n'avons toujours pas de plan d'avenir pour en ce qui concerne la bande de Gaza. On n'a toujours pas, je dirais, d'alternative, de solution qu'on propose. Et en fait, j'en viens au fait, Claudine, si vous ressortez d'anciens enregistrements, et vous les avez, d'interviews qu'on a fait très peu de temps après le 7 octobre 2023, j'affirmais à ce micro que les prochaines élections auront lieu en 2026, en octobre 2026, parce que Netanyahou avait intérêt justement à prolonger la guerre, à ne pas trouver une solution durable en ce qui concerne la bande de Gaza et à faire traîner les choses, parce que tant qu'on était en guerre, justement,
son pouvoir, son autorité ne serait pas remis en compte. Or là, Netanyahou licencie, limoge à peu près tous ceux qui sont de près ou de loin, qui ont une part de responsabilité dans cette terrible catastrophe du 7 octobre, mais tout le monde pointe du doigt le Premier ministre Netanyahou, car c'est lui le chef quand même qui coordonne toutes ces autorités de défense, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui a empêché, notamment dans le passé, d'éliminer Sinoir, alors que les responsables et du Mossad et du Shabak, des services de sécurité, avaient proposé à plusieurs reprises à Netanyahou d'éliminer les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza. Oui, mais ça, c'était en 2021-2022, si je me souviens bien. Entre-temps, Ronen Bar a une information capitale dans la nuit du 6 octobre au 7 octobre, et il se dit qu'il ne va pas y avoir de trop grande ampleur, il y aura quelques enlèvements, mais pas utile de réveiller le Premier ministre. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est ce que prétend le Premier ministre Netanyahou. Mais comme ce même Premier ministre empêche toute création d'une commission d'enquête indépendante pour savoir réellement ce qui s'est passé, pour l'instant, il me semble que ce sont des paroles qui tiennent plus à une thèse conspirationniste qu'une vérité historique. Alors, toujours dans cette histoire de Ronen Bar, que pensez-vous de cette affaire concernant Ronen Bar ? Comme quoi on lui aurait ordonné de faire une enquête sur Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, pour savoir s'il y a des éléments calanistes. Écoutez, il y a quand même des choses qui sont bizarres au sein de la police israélienne, et je le soulignais sur une autre antenne de radio. Il y a, je cite comme exemple, il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques très intéressantes sur Miri Regev, par exemple, qui tient un cahier avec des couleurs spécifiques, et toute localité qui ne vote pas Likoud ou qui ne soutient pas Miri Regev n'obtient aucun budget ni aucun rendez-vous. Et il y avait une enquête journalistique sur Sarah Netanyahou, qui a organisé ce qu'on appelle une campagne de shaming, de honte sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui s'opposaient à son mari. Il y a une troisième enquête journalistique aussi sur Mia, la ministre des... Une députée, je crois. Non, la ministre de la condition féminine. C'est Distel, non ? Non, pas Distel, mais Mia Golan. Qui, elle aussi, aurait distribué des jobs, des postes à des très proches, notamment son conjoint, et aurait financé des associations où elle-même elle est membre ou trésorière. Donc tout ça, toutes ces affaires sont des affaires assez graves parce qu'elles touchent à la corruption. Bien sûr. Et l'enquête a été donnée aux mains de la police. Eh bien, vous savez, personne n'a été vraiment convoqué. C'est étrange. Hein. Voilà, c'est étrange. Et donc, est-ce qu'il y a des éléments kahanistes qui essaieraient, je dirais pas d'empêcher les enquêtes de la police, mais plutôt peut-être de les faire traîner en longueur. Vous voyez, il y a un téléphone portable d'une ancienne secrétaire de Netanyahou qui est morte d'un cancer et qui avait enregistré toutes les conversations qu'elle avait eues avec Sarah Netanyahou. Et ce téléphone n'a toujours pas été trouvé après plusieurs mois. Et il existe. Étrange. Voilà. Donc vous me demandez, est-ce qu'il y a des éléments kahanistes, est-ce qu'il y a une influence kahaniste pro-Netanyahou au sein de la police ? Je laisse les auditeurs maintenant réfléchir sur ce qui se passe. Et lorsque vous avez posé cette question, on fait aussi une référence à une visite de Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple le 9 av dernier, où certaines facilités, certaines actions qui sont interdites pour l'instant par le statu quo, à savoir prier sur prier et bien aurait été plutôt accordé à Itamar Ben-Gvir en tant que ministre de la police. Ça aussi, ça pose question. Voilà, ça pose des questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il va être limogé, pas limogé ? Qui va le remplacer ? Qui sera ? En fait, je pense qu'il y avait déjà des noms qui avaient été donnés pour le prochain. Le problème, il est déjà limogé, il doit partir d'ici un mois. La décision a été prise. Au point de vue juridique, la conseillère juridique du gouvernement a déclaré que la procédure n'était pas aux normes des lois, donc ça va passer évidemment à la Haute Cour de justice. Je signale qu'aussi donc, cette conseillère juridique du gouvernement, Gali Mia Barab, elle aussi doit être limogée. Oui, ça fait beaucoup. Donc là aussi, il va y avoir... On est là... on est proche d'une confrontation directe entre le gouvernement et son système judiciaire. Le gouvernement a déjà fait entendre qu'il est possible qu'il n'écouterait pas
Tout à fait, j'ai entendu. Et qui n'écouterait pas les décisions de la Haute Cour de justice du tribunal. Oui. Et là, vous avez tous les chefs de l'opposition israélienne qui ont dit si le gouvernement ne respecte pas la loi, les citoyens, on appellera les citoyens à ne pas respecter la loi. C'est-à-dire à faire une grève des impôts, à ne plus sortir le travail. L'Aïstadrout, le seul et unique syndicat qui existe ici, oui, bien sûr, mettra le pays en grève. Ça veut dire que l'aéroport et les ports seront bloqués. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bus, qu'il n'y aura pas d'enseignants, que les hôpitaux se mettront en grève et seront sur un système du Shabbat. Le pays sera paralysé. Tout à fait. Quand je vous parle de guerre civile, je vous parle d'un pays qui va être complètement paralysé et là, il y aura un véritable bras de fer Bon, alors, entre la population, les syndicats, les universités, les hôpitaux, tout ce qui sont soumis à la loi, en fait. Et il y aura aussi ce qu'on appelle une insubordination grise. C'est-à-dire elle ne sera pas officielle, elle ne sera pas blanche. Elle sera pas, ça veut dire qu'on demandera aux citoyens, puisque le gouvernement ne respecte pas les lois, mais qu'il est prêt à envoyer des soldats à la guerre se faire tuer, que les soldats de réserve diront à leurs officiers qui les convoqueront pour les Milouim, je ne peux pas parce que je suis malade. Ma femme est malade, donc je ne peux pas venir. Et tu ne peux pas m'obliger vraiment à venir par la force. C'est trop compliqué de faire intervenir la police militaire pour amener des réservistes qui sont appelés. On appelle ça une insubordination grise. Elle n'est pas blanche, mais elle est, si vous voulez... elle n'est pas officielle, elle est officieuse. Et donc tout ça, c'est très très grave. Bien parce que ça met en danger vraiment tout le pays. Les fondements de ce pays. Donc on est vraiment... C'est pour ça que vous me disiez comment vous allez, David. Je ne vais pas bien parce que nous sommes à la veille d'un bras de fer qui risque de coûter très cher à l'État d'Israël, qui le met en danger, qui le place dans une faiblesse aussi du point de vue des institutions. Et la situation est véritablement très préoccupante, très grave et très inquiétante. Plus inquiétante encore que la guerre contre le Hamas aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, on ne parle même plus de la guerre, ça devient vraiment secondaire. Alors, quand aurons-nous la réponse? Quand pensez-vous que nous serons, si évidemment notre Premier ministre va accepter cette confrontation, est-ce qu'il va y aller? Ou au contraire, comme nous le connaissons, va-t-il plutôt se déployer en arrière et trouver une solution plus ou moins diplomatique? Je ne pense pas que Netanyahou ait le courage d'aller à la confrontation directe avec le peuple. D'ailleurs, il y a une sensation très forte suite à d'autres scandales avec le ministre du Logement qui dansait au chant de « nous n'irons pas nous engager, nous ne nous soumettrons pas à ce pays d'impies et de mécréants, etc. » Je vois très mal Netanyahou aller jusqu'au bout, mais c'est possible, c'est une possibilité. N'oublions pas, Claudine, pour conclure aussi il est en procès. Oui, il est en procès, mais n'oublions pas aussi que nous avons des otages encore et qu'il y a encore quand même une campagne très forte, qu'il y a une proposition égyptienne qui ressemble sensiblement à la proposition de Witkoff, la proposition américaine. Pour l'instant, Israël ne réagit pas, ne donne pas de réponse, mais on a remis, là, dans l'affaire des otages, parce que c'est une affaire quand même qui préoccupe et les médias et tout le pays, eh bien, nous avons remis notre destin aux mains des Américains. C'est eux qui vont, ça fait un moment déjà. C'est eux qui vont discuter la proposition égyptienne, c'est eux qui décideront et c'est eux qui nous diront quoi faire avec les otages et le Hamas. Vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui? Oui, c'est un peu ça. Donc, il me semble quand même que nous avons 5 otages qui devraient être libérés, dont un otage américain. Ai-je bien suivi l'information? Si Israël accepte la proposition égyptienne, 5 otages contre quasiment 50 jours, presque 2 mois de cessez-le-feu, de trêve, où on ouvrirait de nouveau la bande de Gaza à l'aide humanitaire. Pour l'instant, Israël a dit niet, non. La proposition antérieure parlait de 5 otages et 10 cadavres. Car parmi les 59 otages, vous en avez 24 vivants et 35 morts. Donc Israël était prêt 50 jours avec 10 cadavres, c'est un peu morbide, hein, et 5 otages vivants. Pour l'instant, 5 otages vivants pour 2 mois de trêve, avec l'aide humanitaire renouvelée. Israël a dit non. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup, David Shapira, de nous avoir éclairé sur les différents points de l'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Et de bonnes nouvelles, et de très bonnes nouvelles, et un très bon Shabbat pour tous nos auditeurs et auditrices. Un Shabbat qui vient bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Shalom.